Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer un nouvel épisode de relecture de Bliss. J'ai beaucoup reporté l'écoute de l'épisode de Judith du Portail, PMA Sola, il s'appelle, parce qu'elle avait expliqué sur les réseaux sociaux que ça s'était terminé en césarienne et j'ai pas envie de dire que c'était écrit d'avance, mais elle était enceinte de jumeaux et on sait que la gémellité et l'obstétrique... Ça fait très peur, donc voilà. Pour recontextualiser un petit peu, donc moi je suis Judith depuis un moment. C'est une fille hyper intéressante. Elle fait un podcast notamment qui s'appelle On ne peut plus rien dire, que je vous invite à écouter. Et elle est journaliste et en gros sur son compte Instagram, elle explique un peu son parcours. Donc avant, elle expliquait son parcours, le fait qu'elle était célibataire, qu'il y avait son horloge biologique, je mets plein de guillemets, qui tournait et qu'elle avait envie de faire des enfants mais qu'elle ne trouvait pas la personne avec qui fonder une famille, etc. Et qu'au final, elle s'était dit qu'elle allait se lancer dans l'aventure de la PMA toute seule, donc sola, pour pas dire solo, enfin pour dire au féminin, ce que je trouve cool. Et donc, enfin voilà, c'était un parcours hyper intéressant. Et donc, voilà, on l'a suivie un peu dans ses réflexions, quand elle est tombée enceinte, et puis tout au long de sa grossesse. Et effectivement... à la fin de sa grossesse, à un moment donné, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais je crois qu'elle dit que, en gros, elle accouchera forcément à l'hôpital, parce que c'est comme ça pour elle, dans sa tête. Et en parallèle de ça, elle explique qu'elle a excessivement peur de la médecine. Donc, enfin, voilà, je suis personne, et si ça se trouve, elle avait pas envie de recevoir particulièrement de messages, mais je lui ai envoyé un message en lui disant que je comprenais son point. Mais je posais la question quand même... peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser sur cette peur de la médecine, mais cette volonté d'accoucher à tout prix à l'hôpital. Parce que je pense qu'on a bien peur. Enfin, et je dis peur de la médecine, mais non, elle a pas peur de... je crois pas que c'était peur de la médecine, mais c'est peur des hôpitaux, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement. Et parce que, enfin, voilà, c'est hyper normal qu'on ait peur d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, les gens, ils y vont parce qu'ils sont très malades, les gens, ils y vont parce qu'ils sont en train de mourir. Les soignants travaillent dans des conditions qui ne sont absolument pas humaines et normales, et souvent, ça répercute sur nous, patientes et patients, ben, voilà, des comportements qui sont pas super, donc... enfin, pour moi, c'est hyper normal d'avoir peur de l'hôpital. Et donc, quand c'est en plus verbalisé de cette manière, et qu'on se dit qu'on veut quand même à tout prix accoucher à l'hôpital, moi, je trouve que c'est intéressant de vouloir se poser la question. Elle ne m'avait pas répondu, je pense même qu'elle n'avait pas lu mon message, et je crois que peu de temps après, elle avait dit qu'elle était vraiment submergée, que les gens y allaient tous, de leur petit avis, de leurs conseils, non sollicités, et tout ça. Donc, enfin, je comprends complètement. Mais ça m'avait vachement attristée de me dire, punaise, comment on peut... Et donc oui, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être aidées, mais comment on peut quand même aider les personnes à cheminer ? Parce que le fait est, je vous fais un petit spoiler, mais son accouchement va pas bien se passer, et elle va pas bien vivre tout ce qui va se passer. Je referme cette parenthèse, et donc effectivement, l'épisode de Bliss est hyper long, enfin il fait genre 1h40, et le gros de l'épisode, c'est vraiment Judith qui nous explique son parcours, ses réflexions, la pression sociale, et puis comment elle envisageait les choses, et puis son parcours à elle de PMA. Et donc c'est vraiment hyper intéressant, je vous invite à l'écouter. Et donc la partie suivi de grossesse et accouchement, finalement, c'est assez court par rapport aux 1h40. Donc à un moment donné, donc la première chose qui m'a un peu interpellée et que je voulais relever, c'est à la minute 56, on continue les bonnes habitudes de noter les minutes, même si je peux pas vous mettre d'extrait. C'est qu'à un moment donné, Judith, elle explique qu'elle regrette, et donc là je mets des guillemets et je lis mes notes. Elle a tout fait très rapidement pendant sa grossesse parce qu'elle était très stressée, et donc elle a choisi la maternité Port-Royal parce qu'on lui avait dit que c'était bien et elle s'était pas plus posé de questions. Et elle explique qu'elle n'a pas forcément pris le temps de lire plusieurs avis, etc. Mais donc, elle comprend quand elle dit ça, a posteriori, que peut-être c'était pas le choix qu'elle aurait fait si elle avait eu le temps d'y réfléchir et la disponibilité mentale. Ce à quoi Clémentine répond, et je mets encore des guillemets, je crois que je cite à peu près précisément sa phrase, « En même temps, dans une maternité comme Port-Royal, tu sais que tu prends aucun risque. » Et donc ça, il me semble que c'est quand même hyper important d'en parler. Une maternité de niveau 3, même de niveau 2 j'imagine, ce sont des maternités, ce sont des structures qui sont énormes et qui sont habituées à voir le pire. Pour eux, la césarienne, c'est comme ça, c'est normal, c'est routine. Pour eux, les bébés qui décèdent parce qu'on était dans un contexte de grossesse pas physiologique, parce qu'il y avait une malformation détectée à la T2, parce que... Enfin voilà, ce sont des maternités pour qui la physiologie, c'est pas forcément la routine, c'est pas forcément ce dans quoi ils se sentent le plus à l'aise. Ici la Roxane du montage. J'ai enregistré cet épisode il y a quelques semaines et là je le monte pour le publier demain. Bref. Parfois je suis pas très claire et là on est sur un cas de Roxane pas du tout clair. Donc ce que je veux dire c'est que une maternité de niveau 3, c'est une maternité dans laquelle
il n'est pas question de physiologie parce que on est quasiment tout le temps sur des grossesses pathologiques. Dans les maternités de niveau 3, ce sont des maternités qui sont équipées pour pallier aux pires problématiques. Donc, ce sont des maternités qui sont habituées à devoir gérer des problèmes. Ce ne sont pas des maternités dans lesquelles la physiologie est comprise ou prise en compte ou promue. On promeut pas la physiologie dans des maternités comme Port-Royal. Et peut-être que des gens vont me dire c'est pas vrai, mais d'expérience et d'avoir récolté des témoignages sur des naissances dans cette maternité, et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres maternités de niveau 3, quand tu vas dans une maternité de niveau 3, tu n'y vas pas pour un accouchement physiologique. Ils ne sont pas dans cette démarche-là. Encore une fois, parce qu'ils sont habitués à voir le pire et donc ils attendent le pire. Ils ont un biais de pathologie et de peur de l'accouchement encore pire que d'autres maternités de niveau 1. J'espère que c'est un peu plus clair. Je referme cette parenthèse. Il y a des personnes qui accouchent à Port-Royal et qui vivent très bien leur accouchement. Je vais répéter parce que c'est important, et je le dis souvent, mais c'est important de le redire souvent. Moi, ce que je parle, c'est d'augmentation de risque à chaque fois. Bien sûr qu'il y a des personnes qui accouchent dans n'importe quel hôpital avec péridurale et pour qui ça se passe très bien, on leur parle très bien, il n'y a pas d'épisiotomie, le bébé a une super descente, ces gens-là existent. Moi, je parle d'augmentation des risques. Quand on regarde les chiffres de Port-Royal, donc les taux de césarienne, les taux d'épisiotomie, etc., on est sur des chiffres qui ne sont pas très bons. Et je rappelle que dans les chiffres qui nous sont proposés, ce sont sur les grossesses à bas risque, les grossesses dites normales. Parce qu'évidemment, on ne va pas comparer des grossesses risquées, même si on pourrait mettre il y a plein de choses à mettre dans risqué qu'on n'aurait pas forcément envie de mettre, mais voilà. Donc à grossesse égale, accoucher à Port-Royal, il y a quand même plus de risques qu'il y ait des interventions. Je ne jette pas la pierre, c'est comme ça, ce sont les chiffres. Et quand Clémentine dit, en même temps, quand t'accouches chez eux, tu sais qu'il peut rien t'arriver, alors j'ai bondi quand elle a dit ça, mais on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes cartes du monde. Ça, c'est ma psy qui m'a appris ça, qui est un truc super dont on pourra parler un jour si vous avez envie qu'on parle juste psychologie. Donc, je ne veux pas jeter la pierre à Clémentine. Mais quand Judith, avec une grossesse gémellaire, je pense qu'elle est d'office catégorisée comme grossesse à risque. Mais quand tu vas dans une maternité de niveau 3, tu t'exposes à beaucoup plus d'interventions, à beaucoup plus de choses difficiles à gérer. Et je pense qu'il faut remettre encore une fois une nuance importante. C'est pas parce que la mère et le bébé sont en vie à la fin de l'accouchement qu'un accouchement s'est bien passé. Ou qu'on peut dire « il m'est rien arrivé de grave ». Je mets encore des guillemets. Oui, à la fin de l'accouchement, tout le monde peut être en vie, mais si ça s'est passé dans des conditions de stress, d'infantilisation, il peut y avoir 1 milliard de choses qui font que ça s'est pas bien passé. Et dire que forcément, tu vas dans une maternité comme ça, tu prends aucun risque, je trouve que c'est nier. Et c'est ce que fait tout le temps le système obstétrical, médical et puis notre société, c'est nier nos parts émotionnelles, nos parts réfléchissantes, nos parts, oui, presque spirituelles, enfin tout ce que tu veux, même on n'est pas du tout obligé de mettre de la spiritualité, mais quand on dit tu prends aucun risque physique, oui, ça veut juste dire tu vas sortir de là en vie, mais peut-être qu'on a plus d'ambition que juste d'être en vie à la fin de notre accouchement. Peut-être qu'on a envie de bien vivre notre accouchement, peut-être qu'on a envie d'être responsabilisé, de bien le vivre de manière humaine. Donc ça, c'était un des premiers trucs sur lesquels je voulais revenir. Penser qu'accoucher dans une maternité de niveau 3, c'est ne prendre aucun risque. Moi, je trouve que c'est très discutable. Et c'est très discutable, c'est pas je trouve, ce sont les statistiques qui disent bien ça. Et donc, la conversation continue là-dessus, et Judith dit 2 minutes après, on peut pas se préparer à tout ce qui pourrait arriver d'horrible. Si ça arrive, on le vit, le truc horrible, mais c'est pas possible de se préparer à tout en fait. Et en fait, elle dit ça parce que une sage-femme lui avait dit voilà, il arrive qu'un des 2 jumeaux ne tienne pas, donc préparez-vous aussi à cette éventualité de la perte et tout. Et effectivement, je dis mais je dois me préparer à l'arrivée de 2 bébés, mais en même temps, je dois me préparer à l'éventualité qu'un bébé meure, et en même temps, c'est trop en fait, c'est trop anxiogène, et c'est cette idée du risque, moi je trouve ça hyper intéressant qu'elle le souligne comme ça, et c'est aussi quelque chose dont je parle régulièrement, mais on ne peut pas éviter tous les risques, on ne peut pas envisager tous les risques, ce n'est pas possible. On peut sortir demain dans la rue et se faire écraser par une voiture. Est-ce que c'est pour ça qu'on va... on ne peut pas. Et effectivement, le moment de la grossesse et le moment de l'accouchement, c'est une bulle, mais d'angoisse. Alors qu'on sait aujourd'hui que le stress
influe de manière négative sur les grossesses et les accouchements et les postpartum. On va y revenir aussi dans le cas de Judith. Donc voilà, je trouvais ça hyper juste quand Judith l'a mentionné. Et pour le coup, Clémentine était hyper d'accord. De dire mais... pourquoi on te dit quelque chose de pareil, c'est horrible. Et on arrive déjà au récit de l'accouchement. Donc comme je le disais en introduction, Judith ne raconte pas beaucoup son accouchement. Elle donne pas énormément de détails et c'est assez court. Mais donc en gros, elle explique qu'elle a été déclenchée à 39 SA le matin à 9h. Donc elle explique pas exactement comment. Et en gros, elle explique que le soir, ils lui ont dit on va attendre cette nuit, demain matin, de voir si... il y a une dilatation qui commence parce que toute la journée il s'était trop rien passé. Donc le soir, l'équipe médicale lui dit on va attendre, on verra bien demain matin ce qu'on fait. Et en fait, assez rapidement, l'équipe médicale change d'avis et lui dit en fait non, il y a quelque chose qui nous fait un peu peur sur le monito au niveau du cœur d'un des bébés. Ça ralentit un peu, mais 3 fois rien, vous inquiétez pas. Simplement, on va avancer un petit peu maintenant là avec l'ocytocine de synthèse, etc. Et Judith le dit aussi, je trouve ça hyper chouette qu'ils aient pas voulu rajouter trop de stress. Et sur le moment, Judith dit, moi j'avais pas compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On m'a dit, il y a un petit truc qui nous chafouine un peu. Bon, du coup, on va juste avancer pour s'assurer que tout va bien aller. Mais ça, j'ai trouvé bien que l'équipe médicale ait envie de préserver un peu les émotions de Judith. Il va y avoir un petit 2 poids 2 mesures dans 30 secondes, et c'est ça qu'elle n'a pas bien vécu, parce qu'en fait, donc, ocytocine de synthèse, et puis ça n'avance pas, ça va pas comme il faut, donc césarienne d'urgence, les petits naissent, et en gros, elle explique qu'elle se rappelle pas de les avoir vus tout de suite au moment de la sortie, parce qu'elle s'est sentie partir, elle faisait une grosse hémorragie, et en gros, elle se souvient ensuite de les voir en salle de réveil, je crois, quand ils lui ont fait sa transfusion. Elle dit qu'elle a perdu 2 litres de sang, et quand elle les a vus à ce moment-là, elle dit que elle a ressenti cette vague d'amour. Enfin, elle dit 2 choses. Elle dit d'abord qu'au début, il y avait plein de gens autour, et donc elle s'est sentie obligée de forcer le « Ah, mes chéris, mes bébés d'amour, je suis trop contente et tout ». Et effectivement, cette pression sociale, on la voit bien, hein, d'être obligée de coller à une image que les gens auraient envie de voir de soi. Je vois bien de quoi elle parle. Et elle dit qu'ensuite, une fois que les gens lui ont foutu la paix, qu'elle était un peu tranquille avec ses bébés, elle a vraiment ressenti la vague d'amour. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et de se dire que oui, ça peut arriver, cette vague d'amour, de la ressentir même quand il y a eu péridurale, même quand il y a eu césarienne. On peut avoir cet élan incroyable pour son bébé, même si les risques que t'aies pas ce truc d'attachement à ton bébé quand tu accouches comme ça, dans des contextes comme ça, donc à savoir péridurale, césarienne, pas voir ton bébé tout de suite, et puis qu'il y ait des gens là qui te parlent beaucoup, parce que parfois tu peux accoucher de manière physio, je mets des guillemets, à savoir sans péridurale, parce que par exemple ça va très vite, mais si le personnel soignant est hyper stressé, qu'on te prend ton bébé, qu'il n'y a aucune intimité, qu'il y a énormément de stress, tu peux ne pas avoir ton énorme shoot d'ocytocine, ton énorme montée d'ocytocine dont on parlait avec Bénédicte. Je vous invite à aller écouter cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Et tu peux ne pas avoir cette vague d'amour pour ton bébé aussi. Donc, tout ça pour dire que Judith, elle explique qu'elle a ressenti ça, et vraiment, c'était hyper émouvant quand elle le raconte. Tu sens qu'il y a plein de... et puis quand elle le raconte, ses bébés, ils ont 6 semaines, donc c'est hyper frais. Mais c'était chouette, et c'est bien d'entendre ça aussi. Donc par contre, ils l'ont vachement chouchouté. Ils ont cherché à beaucoup la préserver au moment du déclenchement en lui disant tout va bien, et ensuite voilà, et déclenchement et donc césarienne, et voilà. C'est que le lendemain matin, Judith explique que y a je crois que c'est une autre équipe ou une autre personne qui lui dit non mais en fait si votre bébé était né par voie basse, il aurait pas survécu. Et elle dit je sais pas, ils ont eu peur pour son cerveau, je sais pas quoi. Et elle explique qu'effectivement ils lui ont dit de manière trop brutale qu'il y avait une trop grosse dichotomie entre la veille tout va bien, vous inquiétez pas, et là, tout à coup, en fait, votre bébé, il était en train de mourir. Et donc, c'est là aussi que je pense qu'il faut que je nuance un peu ce que je viens de dire, c'est que je trouve que c'est bien, et en fait, c'est tellement complexe, mais je pense que c'est bien de préserver la personne qui est en train d'accoucher du stress et de trop fortes émotions. En revanche, je pense que c'est pas bien de mentir. Enfin voilà, s'il y a une peur, un danger immédiat, je sais pas s'il faut vraiment le cacher, surtout si c'est pour le lendemain dire quelque chose comme ça. Il y a évidemment ce truc de le lendemain pas balancer la nouvelle comme ça à votre bébé, il a failli crever, alors que toi t'es encore ouverte de partout et on te dit ça. Donc il y a un manque de psychologie, encore une fois. Et voilà, je sais pas s'il faut à tout prix dire la vérité, préserver les émotions. Et en vérité, c'est même pas tant ça. En vérité, il faudrait que les personnes, avant d'accoucher, comprennent quels sont les risques du déclenchement, quels sont les risques de la césarienne, quels sont les risques de X et Y, reprennent leur pouvoir décisionnel et pas aillent se faire déclencher parce qu'on leur a dit qu'il le fallait. Il faudrait que ça puisse être un vrai choix. Et quand je dis ça, j'ai l'impression que je dis de manière un petit peu
maladroite, et je veux surtout pas dire que Judith, dans ce cas-là, mais n'importe quelle femme, ne fait pas les bons choix ou se laisse guider sans réfléchir, c'est pas ça, c'est un conditionnement. Et par exemple, Judith, c'est ce qu'elle expliquait avant son accouchement, qu'elle avait cette peur phobique de l'hôpital, mais qu'elle irait quand même à l'hôpital se faire, ou peur des médecins, j'arrive vraiment pas à me souvenir, mais qu'elle irait quand même accoucher à l'hôpital, et donc il y a encore une fois une dichotomie, et je pense que c'est ça qui est trop difficile à gérer pour nos cerveaux, comme là, la veille, on lui dit tout va bien, on va quand même accélérer le déclenchement, et le lendemain, en fait non, il a failli mourir votre bébé. Là, j'ai une trop grosse peur des hôpitaux, mais je vais quand même aller y accoucher. C'est trop dur à gérer, et ça, c'est un conditionnement. C'est une société, ce sont des gens qui nous parlent, c'est une communication qui est malsaine, ou en tout cas pas saine, et ouais, je pense que c'est des choses qui sont pas du tout prises en compte, et donc je reviens encore à la remarque de Clémentine, t'as pris Onca risque en allant là-bas, mais c'est complètement mettre de côté la dimension humaine et émotionnelle de l'accouchement et puis des gens en fait. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu peux aller dans la meilleure maternité, même si pour moi ça n'existe pas, mais on pourra s'en reparler. Dans la meilleure maternité possible, si tu tombes sur une personne qui a passé une mauvaise journée, qui vient de vivre des choses difficiles et tout, peut-être qu'elle n'aura pas le meilleur accompagnement pour toi. Et je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête. C'est trop important. C'est pas un petit grain dans l'équation, quoi. C'est prépondérant. Salut, c'est de nouveau la Roxane du montage. Et décidément, cet épisode... il faudra que vous me disiez si vous l'avez apprécié, parce que là, moi, il me fatigue à l'écoute, en tout cas. Donc, ce que je voudrais dire, surtout, qui me paraît très important sur la manière dont Judith a été traitée et comment le personnel médical a traité l'information, en fait, de ne pas lui dire la vérité, de lui cacher la gravité de la situation pour ces bébés, en fait, c'est encore une fois simplement de l'infantilisation. Judith, elle a été considérée comme une enfant le soir même, et voilà, et de toute façon, elle n'aurait jamais été dans cette situation si elle n'avait pas été déclenchée, on est bien d'accord. Si les protocoles voulaient bien être un tout petit peu plus humains et individualisés, etc. Mais le fait est que, le soir du déclenchement, il y a une question qui se pose et qui est délicate de se dire, est-ce qu'on préserve les émotions de cette personne ? Est-ce qu'on la traite d'adulte à adulte ? Peut-être qu'on peut dire de manière adulte et saine, madame, il y a quelque chose qui fait que on va accélérer les choses, il peut y avoir un risque là pour les bébés, donc on va pas attendre demain pour déclencher. Peut-être qu'il y aurait des manières de faire, mais en fait, ce que j'avais pas, je sais pas pourquoi je l'ai pas senti ou compris quand j'ai fait cet enregistrement, mais c'est, comme d'habitude, de l'infantilisation, ce qu'a vécu Judith. Je rends l'antenne une nouvelle fois. Ah oui, ensuite elle dit un truc hyper intéressant, donc à la fin, quand elle raconte son postpartum et tout, elle dit la mort, elle est partout. Il y a des mises en garde qui sont écrites sur le porte-bébé, risque de suffocation. On te parle tout le temps de la mort subite du nourrisson, donc ton bébé il peut dormir que dans telle ou telle position. Tout est risqué, donc les pédiatres ils te disent tout le temps qu'il faut faire attention à X et Y. Et elle dit que cette mort présente partout, cette mise en avant des risques partout, tout le temps, donc elle relie ça à son trouble anxieux du postpartum, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et elle dit qu'elle a vécu ça. Une hypervigilance et un trouble anxieux du postpartum, donc effectivement, il y a cette société qui est hyper anxiogène, de base, mais en plus, quand t'es enceinte, que t'accouches et que tu viens d'accoucher, que t'as un bébé, il y a une anxiété latente comme ça partout, c'est hyper dur, et effectivement, je pense que c'est ça aussi qui influe tellement, et de manière sournoise, on s'en rend pas compte, mais sur toutes ces dépressions du postpartum. Pensez qu'une dépression du postpartum, c'est normal, c'est hormonal et tout, mais c'est pas du tout. La dépression du postpartum, c'est lié aux conditions de vie des femmes qui viennent d'accoucher, des personnes qui viennent d'accoucher. Quand tu viens d'accoucher, pour 70% des personnes, tu as vécu un accouchement traumatique. La société te dit, tout ce que tu es en train de faire, tu prends des risques pour ton bébé. Si t'allaites, c'est dangereux. Si t'allaites pas, c'est dangereux. Si tu portes, c'est dangereux. Si t'es dans la poussette, c'est dangereux. Les pédiatres, il faut y aller tous les mois pour vérifier que la courbe, je sais pas quoi. Pareil, elle parle aussi de ça. Judith, elle dit, à l'hôpital, ils avaient que ça comme mot à la bouche. Combien de millilitres ils ont bu, les bébés ? Et elle dit, mais punaise, vous avez pas d'autres questions à poser pour savoir si le bébé va bien ? On s'en fout du nombre de millilitres. Et puis donc oui, il faut pas le nourrir toutes les heures parce que sinon vous allez distendre son estomac. Et donc, c'est toujours pareil. Il n'y a pas forcément de la malveillance de la part de ces gens-là. Ce sont des méconnaissances et du stress. Oui, tous ces gens-là, ils sont hyper angoissés, mais du coup, il faudrait qu'ils puissent rester à leur place et faire confiance aux mères
arrêter de les déresponsabiliser comme ça, et les infantiliser. Il y a une autre chose que Judith dit, parce que donc elle a eu des suites de couches hyper difficiles, donc elle a fait cette hémorragie du postpartum, et ensuite elle a fait une infection de l'utérus. Bon bah ça c'est pareil, l'infection de l'utérus, tu fais pas une infection de l'utérus comme ça. L'infection de l'utérus c'est lié à la césarienne en fait. Enfin, sinon il y a aucune raison que tu fasses une infection de l'utérus, à part une césarienne. Enfin la césarienne c'est clairement ça qui causer cette infection de l'utérus, et c'est pas mentionné. Je sais même pas si on lui a expliqué la césarienne, ça augmente les risques, machin. Et ensuite, elle a fait une allergie aux médicaments qu'elle prenait, enfin bon. Donc elle a vraiment eu un postpartum hyper compliqué, qui fait qu'elle a dû passer pas mal de temps à la maternité, à l'hôpital, après la naissance de ses bébés, et elle témoigne de ça aussi, elle dit mais c'était un enfer. C'est elle qui prend ces mots. C'était un enfer. Et donc moi, je suis complètement d'accord avec elle. J'ai vécu ça aussi. Les allers-retours incessants dans ta chambre. Oui, pour vérifier ta tension. Oui, pour vérifier que t'es encore en vie. Mais par pitié, un tout petit peu de jugeote. Je serai en vie si vous me laissez pioncer, en fait. Et ça, quand je le dis sur les réseaux sociaux, les soignants, ils mettent des commentaires genre oui, en fait, on fait ça pour votre bien. Si on le faisait pas, vous pourriez vous vider de votre sang et on s'en rendrait pas compte. J'ai un peu de mal à le croire. Parce qu'en général, quand tu te vides de ton sang, tu peux le sentir venir et peut-être appeler et dire coucou, il y a un truc qui va pas. Il me semble aussi qu'ils ont des machines qui sont reliées à leur machine à eux. Enfin, et quand bien même, en fait, on fait pas une hémorragie du postpartum comme ça. On fait les hémorragies du postpartum, les risques sont accrus par la médicalisation de l'accouchement. Donc oui, les soignants et les soignantes ont peut-être l'impression d'en voir énormément, mais c'est peut-être lié aussi à leur méthode de travail. Ah ouais, et le pire truc arrive. Elle dit, à la minute 34, je vous ai dit deux petits points de minute, là on s'en fout, c'est pas grave. Elle explique, elle a dû lutter pour se faire entendre quand elle avait des symptômes, donc effectivement elle a fait cette infection de l'utérus, et donc elle disait qu'elle se sentait pas bien, qu'elle avait de la fièvre, qu'elle se sentait pas bien. On lui a répondu « c'est rien, c'est la montée de lait ». Et en gros, elle explique qu'elle a dû arrêter de prendre du Doliprane pour laisser la fièvre monter, pour les obliger à l'ausculter. Donc elle a dû se mettre elle-même, donc pas en danger, parce que la fièvre, elle est nécessaire, et c'est très bien qu'il y ait de la fièvre, c'est le corps qui se défend. Mais en l'occurrence, elle avait 2 bébés à gérer toute seule, et on ne prend pas en compte ses symptômes. Et on ne l'écoute pas. Et donc ça, c'est infantilisation et misogynie. Et on met pas de mots là-dessus, parce que c'est tellement normalisé, c'est tellement banalisé le fait que oh oui, les patientes, oh là là, s'il fallait écouter tout ce qu'elles disent, oh là là, elles se plaignent pour un oui, pour un non, elles ont peur de tout, elles sont angoissées. On les écoute pas. Et donc oui, quand je dis que le système il est misogyne et infantilisant et qu'on m'écoute pas, ça c'est encore une preuve. Elle était en train de faire une putain d'infection de l'utérus et on lui a dit ça va, vous faites une montée de lait, on va pas se... Voilà, je me suis un petit peu énervée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, laissez des étoiles, abonnez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle vous m'écoutez. Partagez cet épisode autour de vous, il pourra peut-être aider d'autres personnes à cheminer. Venez me voir sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, à roxane.malo. Et abonnez-vous à ma newsletter, je vous mets un petit lien dans la description. À bientôt.